Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de cette table jusqu'à 20h, maître Gilles-William Goldnadel. Bonsoir. Cher ami, bonsoir. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche et nous accueillons Frédéric Ploquin. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter, documentariste, écrivain, auteur de Les Narcos brisent l'Omerta chez Albin Michel, co-auteur avec le commissaire Frédéric Claus de Insécurité, Stop à la descente aux enfers. C'est chez Fayard et c'est publié en octobre dernier. Je le disais à l'instant dans le rappel de titre, Frédéric Ploquin, une seule annonce en tout cas de ce déplacement d'Emmanuel Macron à retenir. Le président, comme d'autres précédemment, il y a eu un ministre de l'Intérieur qui s'est attaqué à eux, il y a eu le Premier ministre aussi, maintenant le président qui dit, voilà, les consommateurs font partie de tout ce système de la consommation et de manière exponentielle en France aujourd'hui, et donc ils vont payer plus cher. Est-ce que ça va être efficace ? Ce qui est clair, c'est que on va leur demander. Jusqu'à présent, l'amende forfaitaire était calée sur 300 €. 200. Ou 200 ou 300 si on ne payait pas tout de suite. Oui, bah ça c'est. Là, on passe à 500. Je crois que Emmanuel Macron, il a en tête l'idée, ce qu'il a dit il y a quelques jours quand il était à l'Élysée, qu'en gros, les consommateurs, c'était des bourgeois, des fils de bourgeois, etc. Donc il se dit, ils ont les moyens de payer, on va les faire payer. Mais il y a quand même deux écueils. C'est que, il n'y a pas que des bourgeois qui consomment de la drogue, puisque les substances, que ce soit la cocaïne ou le cannabis, se sont complètement démocratisées et sont maintenant consommées par toutes sortes de gens. Je veux dire... vous iriez sur un point de deal, vous seriez surpris de voir quelquefois le profil de ceux qui arrivent en costume cravate. On peut voir des gens en costume cravate, des fonctionnaires passés, des médecins, toutes sortes de gens. Et inversement aussi. Et effectivement, inversement, des gens qui exercent des métiers manuels, des métiers très prenants. Des conducteurs de bus scolaires, on l'a vu dans des statistiques dernièrement. Des conducteurs de bus scolaires pour soi-disant tenir, parce qu'ils pensent que ça va être le remède miracle et la magique pour tenir, ce qui est totalement illusoire, il faut bien le dire. Il faut bien dire aux conducteurs de surtout pas conduire une fois qu'on a pris de la cocaïne. Ça peut être des marins pêcheurs, ça peut être par exemple les travailleurs de la restauration, aussi des milieux de la restauration qui sont toujours à flux tendu, sous pression, etc. Donc passer à 500 €, pourquoi pas, mais il y a deux écueils. Le premier, c'est qu'il va falloir embaucher plusieurs centaines d'agents publics au niveau de Bercy pour recouvrer cet argent, parce qu'en réalité, il n'est pas payé. Je veux dire, les amendes à 200 € ou à 300 ne sont pas payées aujourd'hui, donc je ne vois pas pourquoi elles le seraient plus demain. En revanche, sur le papier, si on est entre nous comme ça sur le papier, qu'on ne recherche pas concrètement ce que ça donne, je vais vous dire, en 2024, il y a très exactement 290 400 personnes qui ont été mises en cause en France pour usage de stupéfiants. 290 400. Donc vous multipliez par 500, vous êtes comptable à Bercy, vous vous dites, on va peut-être boucher le trou de la sécurité sociale avec cet argent. Sauf que il va falloir embaucher. Sauf que les Français ne sont pas des Suisses. Et donc déjà ils payent pas forcément plus difficilement. Et ces amendes-là, effectivement, ils ont un mal fou à les recouvrer. Sans compter quand même la part très importante de gens qui sont de toute façon insolvables, qui consomment de ces produits mais qui sont officiellement insolvables et qui donc les payeront pas. Donc c'est une idée comme ça sur le papier qui est peut-être intéressante, mais concrètement très difficile à mettre en œuvre. Pour le JDD. Non mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre que la seule mesure qui soit annoncée aujourd'hui par Emmanuel Macron, ce soit l'augmentation de cette amende forfaitaire, quand on sait, et Frédéric Ploquin l'a très bien dit, qu'il y a à peu près entre 20 et 30% des amendes qui ne sont jamais recouvrées. La moitié des amendes sont recouvrées rapidement, donc quand elles sont minorées. Ensuite, l'État, 20 à 30% essaye, donc ça vous laisse entre 20 et 30%, un tiers des amendes qui ne sont jamais payées en France. Donc on n'a quand même pas l'impression que ce soit vraiment le sujet, parce que quand on ne la paye pas à 200, je vois pas pourquoi on la paierait plus rapidement à 500. Mais permettez-moi de vous poser la question, Jules Torres, au service politique du JDD, à quoi vous vous attendiez de ce déplacement d'Emmanuel Macron ? À rien. C'est-à-dire que c'est la 15e fois qu'il va à Marseille depuis 2017. Donc s'il avait dû annoncer quelque chose d'immense, ça aurait été avant. Même le plan Marseille en grand, quand on regarde, a été un échec total depuis 4 ans. Marseille en grand, je trouve que l'expression est intéressante. Marseille en petit. Lui, il a vu Marseille en grand. C'est le plan d'Emmanuel Macron mais moi, annoncé. Ce que je peux vous dire, 5 milliards d'euros. Ce que je peux vous confirmer, c'est que les trafiquants de stupéfiants ont eux aussi vu Marseille en grand. Et eux ont réussi leur pari. Parce que ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que cette fourmilière, on va dire, marseillaise, ce terreau de trafiquants de stupéfiants, depuis 4 ou 5 ans, ont cessé en fait d'accroître leur emprise, pas seulement sur Marseille, mais sur des territoires très éloignés de Marseille. Bien sûr. Donc c'est une entreprise, on va dire l'entreprise marseillaise du trafic de stupéfiants, a vu les choses en grand, et le business plan
et passer par la conquête de nouveaux territoires, notamment dans les villes moyennes qui entourent Marseille, mais beaucoup plus loin, parce qu'on voit des Marseillais jusqu'à Rennes, jusqu'à Châteauroux, se mêler du trafic de stupéfiants. Donc l'entreprise, on va dire entre guillemets, de marseillaise, trafic de stupéfiants, et prospère en réalité. Et puis à les ports de toute la France, Alma Dufour, qui est députée LFI, qui était à votre place il y a quelques jours dans ce studio, disait que elle, dans sa circonscription, c'est-à-dire le port du Havre, il y a de la drogue qui arrive. Alors ça a été, c'est pas Alma Dufour qui le dit, mais c'est le sénateur Durin qui, avec Monsieur Blanc, avait fait un rapport sur le narcotrafic, disait qu'il y avait des complicités chez les dockers, parce que pour faire passer de la drogue. Donc on a l'impression que tout le monde s'y met. Écoutons quand même Emmanuel Macron sur la hausse de cette amende. Il était aujourd'hui à Marseille. 1. Les procédures de recouvrement. On va mettre des commissaires de la République pour aider les finances publiques, la justice à aller recouvrer, parce qu'on a des taux de recouvrement qui ne sont pas satisfaisants. 2. On va le passer à 500 € l'amende, parce qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue. Parce que ça n'est pas festif de se droguer. Il y a ce qui est licite et illicite dans une démocratie. Il faut juste que toute personne qui consomme de la drogue se dise bien qu'elle alimente aujourd'hui le narcotrafic qui fout nos villes et nos quartiers en l'air. Si on ne dit pas ça clairement aux gens, on se trompe de cible. Est-ce que le président vous convainc, Gilles-William Goldnadel? Ah mais je ne veux pas être désagréable, commettre un crime impardonnable de lèse-majesté, mais ça fait bien longtemps que je ne fais plus du tout attention à ce qu'il dit. Sa parole, pour moi, est dénuée de toute valeur. Je vous le dis très franchement, c'est pas par esprit de provocation, mais je sais, en général, il fait le contraire de ce qu'il dit. Bon, donc, qu'est-ce que je vous dise? Oui, sur le papier, c'est pas révoltant de vouloir taxer davantage encore les gens, mais la réalité, c'est que, comme ça a été très bien dit, de toute manière, ils payaient déjà pas 300 balles. Je vois pas pourquoi ils en paieraient 500, ça n'a aucun sens. Le petit couplet aussi, c'est plus fort que lui. Le petit couplet anti-bourgeois. Et il doit, dans son inconscient tourmenté, il doit considérer que s'en prendre à des consommateurs qui ne sont pas très riches, c'est pas bien quelque part, c'est mal. Donc il s'imagine, c'est pas vrai. Ne serait-ce que, alors pour le crack, par exemple, ceux qui prennent le plus de crack, je parle sous l'auguste contrôle de Monsieur Ploquin, qui connaît bien la question, ce sont souvent les vendeurs mineurs isolés eux-mêmes. Ce ne sont pas des bourgeois très fortunés. Donc c'est une vision totalement découplée de la réalité qu'il nous verse, et il ne se passera rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, toutes ces promesses n'ont pas du tout été respectées, mais il faut dire aussi que la barre est difficile. Et pour terminer, pardon de le dire, mais on ne peut pas découpler le trafic de drogue de l'immigration. D'accord ? D'accord avec ça, Frédéric Ploquin. Comment est-ce qu'on fait d'ailleurs pour... c'est très ambitieux, hein, mais est-ce que le mot efficacité peut intervenir à un moment donné dans la lutte contre le trafic de drogue et les narcobandits? Moi, je suis pas de ceux qui disent que la police ne fait rien, parce que je connais bien et je fréquente les policiers, et je peux vous confirmer que la police travaille tous les jours énormément, que les baqueux, comme on dit, les agents de la BAC à Marseille, vont tous les soirs, tous les matins au boulot avec de l'ardeur, et qui font le job et qui arrêtent des gens. Donc on a une police, on a la chance d'avoir une police qui fait son boulot. Et il y a des points qui sont marqués. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que l'état-major, on va dire, de ce qu'on appelle la DZ Mafia, est globalement en prison. Alors évidemment, il y a un autre problème, c'est qu'ils continuent à faire leur business depuis leur cellule. Enfin, ils continuaient, parce qu'avec la nouvelle prison de Vendin-le-Vieil, ça devient très compliqué, puisqu'ils sont vraiment sous cloche. Et a priori... Pas toujours, il y en a qui vont faire un entretien d'embauche de Vendin jusqu'à Lyon. Ah oui, absolument. Là, je parle des... Ouais, non, c'est vrai. Mais a priori, ils sont censés être sous cloche. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites, mais néanmoins, le constat, il est terrible. C'est que, si on prend Marseille, je crois qu'Emmanuel Macron a aussi dit aujourd'hui qu'il avait gagner la bataille, ou qu'on était en train de gagner la bataille. On est en train de gagner la bataille contre le narcotrafic. Il a dit ça. La bataille, ce qu'il oublie, c'est que la bataille contre le trafic de stupéfiants à Marseille, elle a commencé il y a 50 ans. Et qu'à mon avis, dans 50 ans,
on en sera toujours. Mais aujourd'hui, là. le problème, c'est que la drogue, en tout cas la cocaïne, coûte beaucoup moins cher qu'il y a 50 ans. Alors ça, c'est un indicateur, si vous regardez les choses du point de vue commercial, le fait que le prix baisse et que la qualité monte signifie qu'effectivement, les trafiquants de stupéfiants s'en arrangent tout à fait, que le produit ne manque absolument pas. Pourquoi ? Parce que les pays producteurs ont multiplié par 2 ou 3 leur capacité de production, qui nous inondent littéralement aujourd'hui. Ils nous inondent et ils nous cocaïne. ignorent. Et ils nous ignorent, parce qu'on pourrait également se dire qu'on pourrait, comment dirais-je, aller à la source pour régler le problème. Mais quand on interroge... En Colombie. Mais quand on interroge le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, eh bien, il compare la cocaïne au whisky. La cocaïne est illégale parce qu'elle est fabriquée en Amérique latine, pas parce qu'elle est pire que le whisky. Les scientifiques ont analysé ça. La cocaïne n'est pas plus mauvaise que le whisky. Si vous voulez la paix, vous devez démanteler le trafic, n'est-ce pas ? Ce trafic pourrait facilement être démantelé si la cocaïne était légalisée partout dans le monde. Elle se vendrait comme le vin. Voilà, ça c'est une parole de Gustavo Petro, je crois cet été en réponse à Donald Trump. Je crois qu'il sait, le président colombien, ce que son pays doit financièrement à la cocaïne. Moi qui suis allé enquêter à plusieurs reprises, que ce soit à Medellín, à Bogota ou sur la côte Caraïbe, pour voir de près le trafic de stupéfiants, je peux vous dire que partout où vous voyez des buildings flambant neufs sortir de terre, c'est l'argent de la cocaïne qui le permet ça. Donc la cocaïne fait partie vraiment l'argent de la cocaïne fait partie du budget. On va dire officiellement non, parce qu'évidemment c'est comme nous le camembert. Officiellement non. Il y a aussi le café, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres produits. Mais à chaque fois que les Américains ont tenté de détruire des surfaces cultivées en Colombie, ils ont reculé. Ils ont fini par reculer parce qu'ils ont déversé énormément d'argent pour ça. Et en fait, en réalité, à chaque fois qu'on essaie de trouver une issue, ils brûlaient une plantation, puis il y en avait une autre qui démarrait à côté. Donc c'est comme vous parliez de la DZ Mafia. S'il y a un état-major qui est en prison, il y en a un autre qui renaît. État-major fantôme quelque part. Qui renaît. De toute manière, l'autre état-major aussi, quand il n'est pas en prison, il est au Maghreb, il est en Thaïlande, il est dans les pays des Émirats, ils sont dans les grandes tours que l'on voit à Dubaï. Donc je suis d'accord avec Gilles William, on a un vrai problème d'immigration, et c'est pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'aurait étonné d'Emmanuel Macron dans cette visite ? C'est qu'il pose la question de l'immigration. Vous parliez des dockers, il y a seulement 2%. C'est tabou, ça. C'est bien sûr, c'est tabou, mais il y a seulement 2% des containers à Marseille et au Havre qui sont contrôlés. Comment vous voulez-vous contrôler l'immigration, le trafic de drogue et particulièrement de cocaïne ? Moi, je me suis rendu en Guyane il y a quelques mois avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui faisait un déplacement sur cette question-là. Quand j'ai pris l'avion retour, on m'a dit qu'il y avait un passager sur 3 qui était probablement une mule. Plus que ça. Un passager, en tout cas, les magistrats dans ses organes de la cocaïne. Absolument. Et on m'a dit, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Ça, c'est les magistrats qui me l'ont dit. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Regardez pendant le voyage de 6h à 7h, 6h30, je crois, de mémoire, si les personnes mangent ou si elles boivent. Les 2 personnes qui étaient autour de moi n'ont pas mangé, n'ont pas bu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, c'est une filière qui n'est pas illégale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a payé son billet, Air France, et qui revient en France sans aucun contrôle. Donc voilà la réalité aujourd'hui, et j'aurais été étonné si Emmanuel Macron avait enfin acté... Oui, non, bien sûr, mais qui vient de très loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. Donc tant que même on n'aura pas rétabli des contrôles en France, en métropole, on n'y arrivera pas. 19h28, une pause, et on se retrouve avec Frédéric Ploquin dans un instant dans Europe 1 Soir. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel, Jules Torres, et avec notre confrère et écrivain Frédéric Ploquin, auteur de Les narcos brisent l'omerta et aussi de Insécurité, stop à la descente aux enfers. On parlait, alors on n'était absolument pas du tout, nous avions, chers auditeurs d'Europe 1, pas du tout, le but n'est pas ici de trouver comment dirais-je, une solution au narcotrafic en France. Ça serait trop simple, mais en tout cas on peut vous en parler, en tout cas de l'ampleur de ce que c'est en argent. On va y venir dans un instant, Frédéric Ploquin, mais il y a un groupe, en tout cas, qui détient, c'est la fameuse DZ Mafia, le narcotrafic. Et DZ, alors on le dit peu, je l'entends très très peu moi sur les antennes, DZ c'est l'Algérie.
Alors au départ, effectivement, des aides, c'est l'immatriculation Jazair, ça veut dire des aides. C'est l'immatriculation des voitures algériennes notamment, mais ça représente l'Algérie. Et effectivement, ce gang, au départ, c'est un gang de quartier qui a des prétentions, qui a la prétention de régner sur tout Marseille, qui tourne autour d'un individu qui est aujourd'hui d'ailleurs en cavale en Algérie et qui n'a jamais été repris, qui a fondé un petit peu cette bande pour faire le ménage, pour nettoyer, pour tout prendre, pour tuer tout le monde, en gros, quoi, c'était l'objectif. Et donc, c'est devenu une marque de fabrique il y a 4-5 ans. Oui, donc c'est très récent. Et c'est quelqu'un qui, quand il s'est lancé là-dedans, sortait de 10 ans de prison pour avoir tué, quand il avait 22 ans, deux individus en mode barbecue, c'est-à-dire de concurrence, c'est-à-dire qu'en gros, vous leur mettez des balles dans la tête, ensuite vous les mettez dans le coffre d'une voiture et vous faites brûler la voiture pour brûler les corps, de manière à ce que les familles ne réceptionnent pas de corps intacts. C'est le double crime et la double peine. Donc c'est lui qui a instauré tout ça. Il a fait 10 ans de prison, pour ces deux assassinats. Il est sorti et il a dit: maintenant c'est moi qui vais prendre Marseille. Et il a attaqué les bandes en place et il a créé une espèce de, on va dire, de marque de fabrique, de franchise qui maintenant s'étend sur tout le territoire. Et a priori, au tout départ, effectivement, si vous n'étiez pas d'origine algérienne ou algérienne, vous ne pouviez pas rentrer là-dedans. Parce que c'était vraiment nous, les Algériens, face notamment aux gangs comoriens qui sont très puissants aussi à Marseille. C'est une manière de se démarquer des blacks, entre guillemets, et notamment des Comoriens. Dire, nous, on est d'origine algérienne. Et nous, c'est la guerre des gangs. Et nous, notre argent, d'ailleurs, c'était aussi ça, sous-jacent. L'argent, on va aller l'investir et le blanchir en Algérie. Il y avait ces deux idées au départ. Il y a déjà un premier problème dans tout ce que vous venez de dire, c'est que la personne en question dont vous avez parlé, le fondateur de la DZ Mafia, il sort au bout de 10 ans de prison. Ça, alors qu'il a fait cramer des gens dans une voiture. Enfin, pardonnez-moi. Il a été condamné pour un double assassinat. Quoi. Voilà, et effectivement, 10 ans, tout simplement. Effectivement, il est libéré au bout de 10 ans. Il est condamné quand il a 21 ans, et à 31 ans, il sort. On ne prend pas la perpétuité pour des choses comme ça. Et il dit: le chef, c'est moi. Voilà, avec des peines de sûreté, tout ça, non. Ça, c'est un autre problème, c'est l'exécution des peines en France. Il n'y a pas de laxisme judiciaire. Non, c'est pas une... Pardon, Frédéric. Gilles William. C'est pas un problème d'exécution des peines, c'est un problème de sanction. Il y a 2 vies humaines, ça lui coûte 10 ans. Les délinquants financiers qu'il m'arrive de défendre, souvent ont le même genre de peine. Ils n'ont tué personne. Il y a quand même une hiérarchie dans la sanction des juges qui a un caractère assez idéologique. Au départ, il a dû prendre 15, 16, 17, et puis vous savez il y a les fameuses remises de peine. Voilà, ils se tiennent bien en prison, ils se font bien voir. Mais c'est très intéressant ce débat sur la guerre des gangs, et on parlait tout à l'heure du sujet migratoire qui bien souvent est tabou dans cette question du narcotrafic. Il n'y a pas de gang des Vendéens. Il n'y a pas de gang des Bourguignons ou de gang des Normands. Les gangs, c'est la DZ Mafia, donc la mafia algérienne, c'est le clan Yoda, qui est plutôt un clan issu du Maroc. Frédéric Ploquin a parlé des Blacks, c'est le gang des Blacks, qui viennent majoritairement des Comores, mais il y a aussi dans ce gang des Maghrébins. Donc tout ça aussi est allié au sujet de l'immigration. On faisait une interview l'autre soir sur Europe 1, c'était il y a 2 ou 3 semaines, et on interviewait avec Stéphanie Demuru Vincent Corr, qui est le rapporteur de la loi sur le narcotrafic qui a été voté il y a quelques semaines. Et le camarade Victor Hérault, qui était sur ce plateau également, lui demande est-ce que de valeurs actuelles, est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le rapporteur, puisque vous connaissez ce sujet par cœur, que ces gangs-là, vous les connaissez, ce que veut dire DZ dans DZ Mafia. Le rapporteur nous dit je vous laisse me le dire. Donc on lui dit ça veut dire Al-Jazair. Alger, c'est un dérivé d'Alger, ça veut dire Algérie. Elle dit d'accord. Donc le rapporteur de la loi sur le narcotrafic, qui est censé tout connaître de ce sujet-là, ne sait pas ce que veut dire DZ dans DZ Mafia. Enfin, vous disiez, Pierre, on n'a pas de solution à porter. On peut en tout cas éclairer les politiques, peut-être sur la connaissance du sujet. En tout cas, ça veut dire qu'on n'est même plus dans l'occultation, on est dans la décérébration. C'est ça que ça veut dire. Et d'autres trous dans la raquette, Frédéric Ploquin ? D'une manière générale, la classe politique française, depuis toujours, ne sait quasiment rien de la criminalité organisée. C'est un sujet un peu qui a été délaissé pendant des années par tous les politiques. Parce que c'était sale, parce qu'on laissait ça pour la rubrique faits divers de François. Les fameux faits divers. On laissait ça, c'était les chiens écrasés. Qui sont des faits de société, qui nous impliquent tous. Moi, je travaille sur les faits divers depuis 40 ans et j'ai toujours dit que c'était beaucoup plus intéressant et noble quelque part. Oui, mais ça porte mal son nom, on est d'accord, Frédéric Ploquin. Absolument, les chiens écrasés, on appelait ça. Mais bon, il faut voilà. Mais dans la hiérarchie,
les journalistes politiques étaient plus capés que toi. Absolument. On est bien d'accord. Moi, j'assume parfaitement le fait d'avoir les mains dans le cambouis. C'est une manière de prolétaire. Et d'être un jour dans un commissariat, le lendemain, non, mais c'est mon boulot depuis 40 ans. Mais Dieu sait que tu l'as bien fait. Je sais que les politiques sont en train de découvrir aujourd'hui avec stupeur ce qu'est le crime organisé et se disent « Oh là là, mais on a peut-être une mafia en France, on a peut-être fait quelque chose qui ressemble. » Mais est-ce que c'est trop tard et est-ce qu'ils ont les moyens ? En tout cas, ces mafias et cette criminalité organisée est très bien implantée. Et au niveau, si on regarde, moi quand j'ai écrit Les narcos français, Brice Lomerta, c'était il y a 5 ans, et j'avais chiffré le chiffre d'affaires annuel de la drogue en France à 4 milliards. Aujourd'hui, beaucoup plus. 5 ans après, non mais ce qui signifie que je ne dis pas que ça a doublé, mais aujourd'hui, les chiffres les plus, on va dire les plus sérieux, parlent de 5 à 6 milliards. Donc, imaginez, il n'y a aucune entreprise en France qui aurait réussi à ce point-là à augmenter son chiffre d'affaires en aussi peu de temps. Et là, une grande nouveauté de l'année, même pas Moët Hennessy, même pas LVMH. Que là, Ah non, mais c'est une entreprise du CAC 40, le narcotrafic. Et après, on dit qu'il y a une crise. Qui utilise tous les moyens pas en peu de temps comme ça. Ils utilisent tous les moyens. La chose qui est claire, c'est qu'ils n'ont pas de porte ils n'ont pas de frais, ils n'ont pas d'impôts à payer, ils n'ont pas de porte à payer. Mais c'est le premier ils n'ont pas de France, d'avocat à quasiment. payer. De temps en temps, ils ont des avocats à payer quand même. Ça peut leur arriver d'avoir des avocats à payer. Ils ne gâchent pas le métier quand même. Il y a une spécialité. S'ils veulent attaquer quelqu'un, ils le butent. Mais les avocats qu'il m'arrive de fréquenter disent quand même que c'est très dangereux aujourd'hui de défendre ces gens-là parce que quand le résultat n'est pas là, il fut un temps où ils n'étaient pas payés, maintenant ils sont mis à l'amende. Ce qui est quand même beaucoup plus gênant pour les avocats. Je voudrais poser une question à notre hôte. Je crois savoir que l'un des progrès aussi des aides-mafia et d'autres, c'est qu'ils ont aussi des produits encore plus addictifs. Est-ce que c'est vrai ça ? Des produits, des drogues chimiques, par exemple. Oui, des drogues chimiques, voilà. On en prend une fois et on y est. C'est pas encore totalement répandu en France. Aux États-Unis, ça a fait des ravages et c'est en train de détrôner quasiment la cocaïne. Donc je pense que pour ce qui se passe aux États-Unis, comme vous le savez, en matière de toxicomanie et d'usage de drogue, arrive en Europe quelques années plus tard. Ça a été le cas pour l'héroïne. Au départ, je rappelle quand même que les Marseillais vendaient de l'héroïne aux Américains, mais personne à Marseille ne songeait prendre de l'héroïne. Puis l'héroïne est arrivée en France. Ensuite, ça a été la cocaïne. La cocaïne s'est imposée sur le marché nord-américain. Ça n'existait que dans le show business, on va dire, à Paris, et les cercles plus de publicité, plus journalistes, etc. Mais pas plus que ça, c'était il y a 40 ans. Et ça s'est répandu. Donc le fait que les États-Unis aujourd'hui soient envahis par des drogues chimiques absolument terrifiantes, effectivement, nous guette. Mais déjà, le fait de l'année 2024, c'est que le marché de la cocaïne, pour la première fois en France, a dépassé celui du cannabis. Je crois que c'est une information intéressante à dire. Ça a été chiffré à, en gros, 3,1 milliards pour la cocaïne sur l'année et 2,7 pour le milliard pour le cannabis. Est-ce que vous notez aussi, Frédéric Ploquin, l'absence totale ? Moi, je me souviens, par exemple, il y a une vingtaine d'années, il y avait une pub aux États-Unis sur les ravages de la cocaïne. Et c'était une dame qui rentrait chez elle dans un grand appartement, voilà, elle se déshabillait et ensuite elle était devant son miroir de la salle de bain et elle enlevait sa perruque, elle enlevait ses fausses dents, elle se démaquillait et ça n'était plus du tout la même femme. Et ça, c'est ce qu'on appelle des pubs chocs. Est-ce que aujourd'hui, il faut faire des pubs ? Est-ce qu'il faut faire de la pédagogie ? Est-ce qu'il faut envoyer, je ne sais pas moi, des médecins dans les écoles ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut le faire ? Ou est-ce que c'est, encore une fois, la question que je posais tout à l'heure, est-ce que c'est trop tard ? Non, je dis qu'il y a une sorte de tabou et malheureusement, on laisse les trafiquants de stupéfiants faire la publicité de ces produits en permanence. Ils font des cadeaux, ils offrent des cadeaux, ils font des promos, ils font tout ce que vous voulez. Là, c'est Noël. Je suis prêt à parier qu'ils vont faire des petits efforts, distribuer des pochons gratuitement à leurs clients, etc. Eux, ils savent utiliser tous les moyens du commerce. Il faut les fournitures scolaires, ils font de la pub. Le Black Friday. Ils communiquent. Je veux dire, quand la DZ Mafia a envie de dire ce chauffeur de VTC, c'est pas nous qui l'avons tué, ils font une conférence de presse. Et ils communiquent. Et enfin, vous vous souvenez, masqué, cagoulé, etc., en mode FLNC, il n'y a pas très longtemps à Marseille. Et en face de ça, on a l'impression que les pouvoirs publics sont congelés, ne veulent pas, ne savent pas faire. Mais c'est quoi ça ? C'est le trop de normes, trop de... On a su le faire sur l'alcool. Trop de règlements. Sur l'alcool, on l'a fait. On l'a bien fait. Il y a eu des communications, une communication. Il y a la loi E20. Qui a porté ses fruits, qui a fait chuter terriblement énormément le nombre de morts sur les routes. Et on n'ose pas le faire, on n'ose pas franchir
franchir le pas sur la drogue, ou quand on le fait, c'est presque ridicule et ça passe pas. Effectivement, il faudrait que le gouvernement ou le ministre de la Santé recrute des super communicants qui nous fassent effectivement Rotaillot avait essayé un peu de le faire. Il avait publié une pub, souvenez-vous. Mais ça a duré très longtemps. Elle a fait des ravages. Ça devrait être passé quotidiennement, de manière obligatoire. Je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu. Non, voilà, il faut parce que c'est qu'elle n'était pas percutante. Sans que le diffuseur touche quoi que ce soit, ça devrait être un truc d'utilité publique. Oui. Merci beaucoup Frédéric Ploquin de nous avoir éclairé. Christine Kelly vous donne rendez-vous de 11h30 à 13h pour débattre en direct avec ses chroniqueurs et invités sur tous les sujets d'actualité. Ça s'appelle Christine Kelly et vous. Vous connaissez, de 11h30 à 13h, c'est du lundi au jeudi sur Europe 1, la radio libre. À tout de suite sur Europe 1.